d'ailleurs, au-delà du pacifisme, on a aussi, vous nous faites comprendre l'événement par les mots, parce que parler de quelque chose, c'est aussi utiliser des mots. Et donc le chapitre sur les mots de la guerre euh, nous montre à la fois à quel point c'est utile pour vous en tant qu'historien, parce que j'ai remarqué quand même que la volonté de montrer justement l'historiographie de la guerre, parce que montrer l'intérêt d'un tel ouvrage aussi à notre époque, c'est montrer les outils, quels sont les outils des historiens, avec quoi vous travaillez, et à la fois pour un public donc amateur, quel intérêt vous pensez que ça peut apporter justement de donner tout ce vocabulaire-là? Il y a deux choses dans votre question. Il y a les mots de la guerre et puis il y a évidemment ensuite la question de l'historiographie. Euh, En fait, on a consacré un passage, un chapitre aux historiens dans la guerre. Je vous disais donc on avait essayé de multiplier les regards. Pourquoi? Parce que d'abord, parce que les historiens, évidemment, ils ne sont pas neutres dans cette histoire de guerre. D'abord parce que les historiens en 14-18, ils ont été très impliqués des deux côtés. D'ailleurs, quand vous lisez les revues historiques, hein, c'est des outils de propagande en 14-18. Hein. On vous explique pourquoi les Germains ont toujours été de l'autre côté du Rhin et que, évidemment, telle ou telle région était naturellement française, avec des arguments historiques et géographiques parfois très simplistes. Et donc, vous voyez des historiens qui sont mobilisés, y compris des esprits qui sont des esprits extrêmement fins. Hein. Il y a vraiment une mobilisation des consciences qui est assez fascinante. Et donc, les historiens en 14-18, hein, ce sont des gens qui sont partie prenante de la guerre. Hein. Ils expliquent pourquoi il y a une germanité éternelle, pourquoi la France a tel ou tel droit. Donc cette mobilisation des historiens, elle est déjà dès 14-18. Donc ce n'est pas des gens neutres, les historiens, qui seraient au-dessus du combat. Certains d'abord, beaucoup ont été mobilisés, ont été soldats, et donc les premiers historiens à écrire la guerre de 14-18, c'est des gens qui l'ont faite. Hein. C'est des gens qui l'ont faite, et il y en a un qui est très célèbre, il était prof pas loin à la Sorbonne, c'est Pierre Renouvin. Et Pierre Renouvin qui a pris sa retraite dans les années 60, moi j'ai eu des enseignants qui l'ont bien connu, ils m'en ont parlé, hein, qui sont les successeurs. Hein, et donc Pierre Renouvin, il était blessé, il avait perdu un bras au chemin des dames. Donc il faisait court avec un bras pendant, enfin le bout de bras. Donc c'était la guerre, elle était présente, elle était là. Donc c'est ces gens-là qui ont fait la guerre. Donc évidemment, on ne peut pas dire qu'on est détaché. Hein, jusque dans les années 60, le prof de la Sorbonne qui parlait de la Grande Guerre, c'est quelqu'un qui parlait avec son bras coupé, hein, et qui a vécu le chemin des dames. D'ailleurs, il ne parlait jamais de son expérience. Ça, c'est assez fascinant, on pourra y revenir. Mais donc, du coup, quand on dit, bah oui, les historiens sont des gens qui sont à distance, c'est vrai, c'est notre métier de mettre de la distance, mais on ne peut pas imaginer qu'il ne faut pas réfléchir sur la manière dont on a écrit l'histoire de 14 depuis la guerre même. D'abord, en 14-18, ça a été un outil de propagande, l'histoire. Et puis, dans l'entre-deux-guerres, c'est aussi des choses où vous aviez des gens qui avaient été des acteurs directs. Et surtout, le traité de Versailles, qui clôt la guerre en 1917, a un discours historique sur la guerre. Et donc, du coup, ça va, en quelque sorte, marquer les relations internationales pendant toute l'entre-deux-guerres, hein, jusqu'à l'arrivée d'Hitler au pouvoir et après, puisque le traité de Versailles dit clairement que les Allemands sont responsables de la guerre. Et donc, qu'ils vont payer parce qu'ils sont à l'origine de la guerre. Hein, c'est l'article 231 du traité de Versailles. Donc, c'est une lecture historique. Donc, un traité, en fait, le fait de l'histoire. Et comme les historiens de chaque pays vont défendre la position qui est soit de critiquer ce traité. Les Allemands étaient unanimes quasiment contre le traité de Versailles, qu'ils considéraient comme trop dur, qu'ils appelaient un diktat. Et donc, du coup, les historiens allemands, hein, y compris les meilleurs, vont se mobiliser pour montrer que c'est faux, que les Allemands ne sont pas responsables. Donc, pendant toute l'entre-deux-guerres, à nouveau, les historiens vont être des historiens engagés. Hein, les Allemands pour montrer qu'ils ne sont pas les seuls responsables, les Français pour défendre la thèse au contraire du traité de Versailles, de l'article 231, que les Allemands sont les principaux responsables. Et le dit Renouvin dont je vous parlais, Pierre Renouvin, hein, a fait plusieurs livres sur les origines de la guerre, où il soutient la thèse française et il a conseillé Poincaré. Donc vous voyez, on ne peut pas réfléchir sur l'écriture de la guerre, sur les historiens, savoir quel est leur rôle dans la manière de la raconter, et parfois des rôles absolument cruciaux, puisque là, c'était vraiment, les historiens étaient au cœur du combat politique, hein, au cœur de l'histoire, entre Français et Allemands en particulier, mais ailleurs aussi, parce qu'il y a des historiens américains qui ont pris parti dans cette querelle du traité de Versailles. Donc c'était pour nous fondamental de consacrer un chapitre à l'histoire, parce que l'histoire, elle est partie prenante, hein, de la Grande Guerre jusqu'à aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, le rôle des historiens mérite d'être interrogé. Hein, qu'est-ce que, dans certains pays, il y a un usage encore très nationaliste de l'histoire, où les historiens sont partie prenante. Donc pour nous, André Loez et moi, il n'y a pas l'idée qu'il y aurait une forme de corporation historienne qui serait à l'abri d'être étudiée elle-même comme n'importe quel autre acteur de l'histoire. Et d'ailleurs, on a mis dans les portraits, je vous disais qu'il y avait un chapitre sur les portraits, on a mis un historien qui est un personnage tout à fait fascinant, qui est le Belge Henri Pirenne, un des plus grands historiens du Moyen-Âge, hein, qui a beaucoup marqué, qui était un proche de Marc Bloch et de Lucien Febvre, hein, qui était dans les annales. Pirenne a été arrêté par les Allemands, il a été emprisonné et il a eu beaucoup réfléchi sur la guerre, et notamment la guerre chez lui a amené à une forme de rejet du nationalisme
qui avait été le sien, et notamment du patriotisme belge, et en particulier wallon, qui avait été le sien. Il a pris beaucoup de distance après la guerre. Donc les historiens aussi ont été transformés par la guerre et jusqu'à aujourd'hui. Donc nous, notre idée, c'est toujours d'être réflexif, de réfléchir sur ce qu'on fait quand on écrit l'histoire. Et pour revenir donc sur les mots, le vocabulaire de la Grande Guerre, en quoi pensez-vous que ça peut être justement intéressant pour le grand public d'avoir cet accès à un vocabulaire qui était utilisé pendant la Grande Guerre par les soldats et qui nous font découvrir aussi l'origine de certaines expressions de manière un peu plus anecdotique. Mais... Là, si vous voulez, c'est un principe historique important. C'est que vous savez, en histoire, on commence souvent, pour rentrer dans une période, par étudier les mots. Parce que les mots, c'est déjà ce qui nous différencie d'une autre période. Les mots n'ont pas le même sens, parfois ils n'existent pas, parfois ils apparaissent. Hein. Et donc, ça, c'est un principe historiographique général. Hein. Un moyen de rentrer dans une période, c'est de voir son vocabulaire. Avant même de voir à quoi les choses se réfèrent, quelles sont les grandes structures, voir les mots que les gens emploient, comment ils sont mis en scène, mis en série, c'est quelque chose d'important. Hein. C'est ce que disait le grand médiéviste Bernard Guenet. Hein. Il disait d'abord le vocabulaire. Et donc du coup, pour 14-18, c'était la même chose. Hein. D'abord, quels sont les mots, et puis aussi pour montrer aussi que les mots sont parfois plus complexes qu'on ne le croit. Et donc là aussi, il s'agissait de donner aux gens les instruments pour comprendre le vocabulaire. Je vais vous donner juste un seul exemple. Par exemple, le mot Boche. Tout le monde pense que le mot Boche est péjoratif, hein, que ça désigne les Allemands qui sont lourdeaux, qui sont, etc., les adversaires. Or, dans les carnets de poilus, le terme Boche, ça veut simplement dire ceux d'en face. Il n'y a pas du tout, ou pas a priori, de caractère péjoratif, comme on dirait le gars d'en face. Hein, le Boche, on appelle les Allemands comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'on les stigmatise. Donc vous voyez, si on ne fait pas attention à l'usage des mots en contexte, on risque de faire de mauvaises analyses en disant, bah oui, moi j'ai tout le temps des étudiants, hein, ou des gens qui me disent, bah, regardez, ils disent Boche, ça prouve bien leur hostilité aux Allemands. Bah non. Justement, si vous avez l'habitude de lire les textes, si vous travaillez sur le vocabulaire, vous vous rendez compte qu'ils peuvent très bien dire les pauvres Boches, ils sont comme nous, ou les Boches, ceci, les Boches, cela, sans qu'on parlait même de la Bochie, hein, pour parler de l'Allemagne. Et voilà, donc ça n'implique pas, mais pour ça, il faut situer en contexte. Pour comprendre que le terme de Boche n'est pas péjoratif, systématiquement, il faut avoir lu des dizaines et des dizaines de lettres pour voir en contexte. C'est pour ça que c'est important le vocabulaire, hein, parce que d'abord, ça permet de mettre à distance une époque en montrant comment les choses sont utilisées, et puis ça permet aussi, je crois, de bien rentrer dans la période. Hein. C'est toujours utile, hein, de faire ces études de vocabulaire. Et pour revenir un peu plus aussi sur un des thèmes très importants, forcément, quand on traite de la Grande Guerre, c'est la notion de deuil et de commémoration. Vous avez un chapitre sur les lieux, donc, où vous évoquez aussi justement les monuments aussi qui ont été érigés par rapport à la Grande Guerre. Et notamment par rapport à la Belgique, il y a un phénomène assez intéressant entre justement un monument donc, qui va plus refléter le nationalisme wallon, flamand, si je ne me trompe pas, au détriment justement des soldats belges wallons qui se sont aussi battus contre l'arrivée des Allemands. Donc, est-ce que vous pourrez revenir, s'il vous plaît, sur justement cet enjeu qui est de la mise en place d'un monument aux morts, parce qu'en soi, ça se passe très rapidement pour certains lieux, comme vous l'indiquez dans votre ouvrage, sur une surface qui est planétaire, parce qu'on a aussi donc notamment des jours commémoratifs comme en Australie, l'Anzac Day qui va être célébré. Donc ça entraîne vraiment une problématique à la fois au moment où ça se fait et en même temps aussi sur le long terme, c'est-à-dire politiquement avec l'évolution justement du discours sur la guerre. Tous ces enjeux-là sont sans cesse, on a l'impression, remis en question. Faut-il ou non garder ce monument? Parfois, il va être déplacé. Justement, ce sont des enjeux très importants sur lesquels... Oui, il y a deux enjeux dans ce que vous dites qui nous intéressaient. D'abord, c'est ce qu'on voulait rappeler en faisant très attention à la mémoire de Pierre, c'est d'abord de souligner combien les monuments de 14-18 ne sont pas seulement les monuments aux morts, mais il y a des mémoires de Pierre de 14-18 absolument partout. Hein, vous rentrez dans la Sorbonne, vous avez plusieurs plaques, vous allez dans le Panthéon, vous avez plusieurs monuments. Si on prenait juste les 500 mètres autour de nous, vous allez trouver des dizaines de traces de 14-18. Et donc, ce qu'on voulait rappeler d'abord, c'est que 14-18, c'est partout. C'est une mémoire qui est tellement forte, hein, qu'il faut en mesurer l'ampleur. Et d'ailleurs, c'est une ampleur qui n'a jamais été recensée. Moi, j'avais un projet pour le centenaire, mais je n'ai pas eu le temps de le mettre en place. Et puis, c'était de faire un corpus de toutes les inscriptions en France de la guerre de 14-18. Parce qu'il y en a partout. Hein, il suffit de se promener. Moi, je lève souvent la tête, hein, comme historien. Je regarde beaucoup autour de moi. Hein, et donc, du coup, je vois souvent des petites plaques à un soldat, à une marine de guerre, à une bienfaitrice, à un général.
hein. Et donc, du coup, cette mémoire de Pierre, elle est partout, hein. Il y a eu un tel deuil, une telle puissance de cette guerre, hein, dans la manière dont elle a façonné les sociétés, que la mémoire de Pierre est partout. Donc, cette ampleur quantitative, on voulait la montrer dans le livre en donnant un certain nombre d'exemples. Et vous le trouvez effectivement jusqu'aux antipodes. Vous avez des monuments aux morts en Nouvelle-Calédonie, vous en avez en Australie, il y en a partout en Australie. Les Australiens se sont battus, et non seulement il y en a pour les morts, mais il y en avait aussi en Australie pour les volontaires. Donc vous allez au fin fond d'une petite ville australienne, hein, vous avez au centre du village, comme en France, un monument aux morts. Donc il fallait mesurer d'abord la puissance, hein, de la mémoire de Pierre de l'entre-deux-guerres. Mais ça, bon, c'est assez bien connu. Et ce qu'on voulait montrer aussi, et l'exemple que vous choisissez est très bon, c'est qu'en fait, cette mémoire, elle est disputée. Là aussi, contre l'idée qu'il y ait une mémoire œcuménique, tout le monde soit d'accord pour célébrer les morts de 14-18. En fait, comme l'union sacrée a été disputée, la mémoire était quelque chose de très disputé après 14-18. Et il n'y avait pas du tout un consensus, hein, autour de monuments aux morts. Il y a eu beaucoup de débats. Il y a eu des débats sur les lieux. Il y a eu des débats sur les figurations. Est-ce qu'on met une croix ou est-ce qu'on n'en met pas dans les régions catholiques, hein. Il y a eu des débats qui pouvaient être simplement de rapport de force politique. Est-ce qu'on le met plutôt plus près de l'église ou plus près de l'école? Il y a des débats qui pouvaient être même plus lourds, hein. Certaines communautés voulaient un monument franchement pacifiste, d'autres au contraire nationalistes. Les anciens combattants, eux, critiquaient le côté parfois standardisé des monuments morts. C'est le thème du dernier prix Goncourt. Peut-être certains ont lu, hein, de Pierre Lemaître. Et si vous voulez, donc tout ça, c'est pas fait dans une forme d'œcuménisme de la mémoire, un deuil général, le recueillement. Il y a eu beaucoup de conflits, il y avait même des bagarres parfois devant les monuments morts. Et donc il faut le rappeler. Et par exemple, j'étais hier voir une petite exposition dans le Perche qui a été faite autour de vitraux qui rappellent la mémoire des soldats. Et je regardais le monument aux morts. Alors que les vitraux rappelaient la mémoire, ce monument mort, c'est à Préau dans le Perche, hein. C'est un monument très connu, mais je n'ai pas vu cette forme depuis longtemps. Vous avez un soldat qui meurt avec le pli du drapeau dans les bras, hein. Donc c'est vraiment la mort héroïque. Et donc c'est un monument qui est assez reproduit. Et donc on a l'impression comme ça que tout le monde est uni autour de ce soldat qui meurt. Et en fait, quand vous lisez la presse des anciens combattants à l'époque, ils disent « Mais ces monuments, c'est horrible, c'est pas nous. Aucun de nous n'est mort avec le drapeau, hein, dans les bras. » Et ils disent, nous, on mourait avec nos entrailles entre les bras, on mourait avec la tête décapitée de son camarade, on mourait dans la boue, hein, où les gaz se mélangeaient à la boue et à l'horreur et à l'urine. Donc arrêtez avec vos monuments morts, c'est pas nous. Et ceux qui disaient ça, ce n'étaient pas des communistes ou des pacifistes, c'était des combattants ordinaires. Donc vous voyez, quand on voit le monument, on se dit, ah ben oui, ils étaient tous réunis autour du pli du drapeau. Ben non, c'est pas ça que les combattants voulaient honorer comme mort, hein. Ils disaient, ça, c'est pas nous, c'est pas notre histoire, c'est pas notre guerre. Donc vous voyez, ce n'est pas parce que le monument existe, qu'il a été construit par souscription, qu'on a l'impression aujourd'hui qu'il figure la communauté locale dans la mort, hein. Il y a eu énormément de débats, il y a eu énormément de critiques, hein. Et quand vous parcourez la presse combattante, et moi j'ai une référence que j'ai beaucoup étudiée, qui est l'almanach du combattant, qui paraît tous les ans et qui est plutôt très à droite. Donc c'est intéressant parce que ce n'est pas une mémoire révolutionnaire de la guerre. Et quand vous le voyez, ils passent leur temps à dénoncer le caractère hideux des monuments morts. Donc vous voyez, quand vous revenez dans l'époque, vous vous rendez compte que ce n'est pas si simple, hein, en disant oui, tout ce qu'on a droit, c'est des monuments standardisés qui ne représentent rien, hein, et donc qui sont en permanence en train de dénoncer, hein, cette forme de mercantilisation des monuments morts, qui était une des nombreuses formes de conflit. Et puis oui, la mémoire, elle est très conflictuelle en général. Il y a des tas de choses qui sont frappantes. D'abord, il faut rappeler quelque chose. Le 11 novembre, là aussi, qui paraît le moment œcuménique. En fait, le 11 novembre, c'est les anciens combattants qui l'ont imposé comme jour férié. Donc, ce n'est pas du tout le gouvernement qui l'a octroyé, hein. Les gouvernements voulaient que ce soit le dimanche le plus près pour éviter d'avoir un jour férié supplémentaire. Et les anciens combattants ont dit non, non, on ne va pas nous la faire. Et donc, ils l'ont imposé, hein. Et il faut attendre 1922 pour que le 11 novembre soit un jour férié. C'est pareil, le soldat inconnu, c'est les anciens combattants qui l'ont imposé en France. Alors que le gouvernement était hésitant, ils ont tergiversé. Ça a été bien raconté, il y a plusieurs livres sur l'histoire du soldat inconnu. Et notamment, la dernière menace des anciens combattants était de dire si vous inhumez pas en même moment que les Anglais un soldat inconnu, on va aller déterrer un cadavre sur les champs de bataille et on va le faire défiler sur les Champs-Élysées. Alors là, le gouvernement, évidemment, vous imaginez des anciens combattants avec un cadavre de soldat, c'est peu imaginable. Donc là, ils ont accéléré la procédure. Donc vous voyez, cette idée, ce qu'on voulait raconter en pensant que la mémoire de la guerre, c'était raconter l'idée que, en fait, c'est un conflit, la mémoire. La mémoire, c'est pas simplement une forme, hein, de souvenir, le devoir de mémoire, le souvenir, tout ça, ça veut rien dire, c'est des grands mots, hein, c'est ronflant. Bien sûr qu'il faut se souvenir, la question n'est pas là, hein. Il y a des enjeux de transmission, mais simplement rappeler que ça ne va pas de soi, qu'on choisit ce dont on a envie de se souvenir et que, en fonction de vos orientations politiques, sociales, religieuses, de vos origines, hein, votre souvenir, il n'est pas le même que celui de votre voisin. Et en 14-18, c'est très frappant,
hein. Et donc, du coup, il n'y a pas un souvenir de la guerre que la nation partagerait unanime. Il y a des choix qui sont faits par des gouvernements, par des collectivités locales. Et c'est ça qu'on voulait raconter notamment. Et alors, il y a des pays où c'est encore plus divisé et déchiré. C'est le cas de la Belgique que vous évoquiez, hein, puisqu'aujourd'hui, il y a vraiment une mémoire wallonne et une mémoire flamande qui sont totalement irréconciliables, hein, et qui racontent deux histoires différentes de la guerre, hein. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le centenaire se fait beaucoup plus chez les Flamands, qui l'instrumentalisent en racontant, ben oui, la guerre, c'est l'émancipation du mouvement flamand contre des Wallons qui nous ont dominés, contre des officiers français qui nous parlaient en français alors qu'on parlait que flamand. Donc il y a une mémoire très critique, hein, du côté flamand. Et donc du coup, c'est simplement montrer que la mémoire, c'est quelque chose d'extrêmement vivant, d'extrêmement tendu, d'extrêmement compliqué, hein, et que ce n'est pas un cheminement linéaire, hein, qui nous conduirait de 14 jusqu'à ce centenaire.